Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les rencontres détenues-victimes. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 571 3. EAN 9 782 296 965 713. Sous la direction de Robert Cariot. Les rencontres détenues-victimes, l'humanité retrouvée. L'Harmattan. Collection Sciences criminelles. Dirigée par Robert Cariot. La collection Sciences criminelles se destine à la publication de travaux consacrés à l'analyse complexe du phénomène criminel. Multidisciplinaire par définition, elle a vocation à promouvoir les réflexions critiques portées par les disciplines impliquées, dont l'angle d'approche spécifique enrichit la connaissance globale du crime, tant en ce qui concerne les protagonistes, infracteurs, victimes, société que les stratégies d'intervention sociale, prévention, répression, traitement. En France comme à l'étranger. Les contributions émanant de chercheurs, de praticiens de la justice ou du travail social empruntent la forme d'ouvrages de doctrine, de recherche collective ou d'actes de rencontres scientifiques. 2 séries complètent la collection. Le traité de sciences criminelles, multi-auteurs, présente sous la forme de manuel les principales disciplines qui composent les sciences criminelles. Philosophie criminelle, criminologie, politique criminelle, droit criminel, procédure pénale, criminalistique, médecine légale et victimologie. Les controverses rassemblent de courts essais sur des questions majeures de la connaissance scientifique dans le champ criminologique. En pointant leurs contradictions, redécouvertes et zones d'ombre, les réflexions participent à une meilleure compréhension de la complexité des conduites humaines. Y. Le PENEC, centre fermé, prison ouverte. Lutte sociale et pratiques éducatives spécialisées. R. Cariot, l'aîné victime. La fin d'un tabou. R. Cariot, la prévention précoce des comportements criminels. Stigmatisation ou bientraitance sociale. R. Cariot, Peme Banzulu dire, la victime est-elle coupable? Peme Banzulu Nterk, la médiation familiale pénale. Peme Banzulu, la violence scolaire. Mais où est passé l'adulte? Page V. Tournier, loi pénitentiaire, contexte et enjeux. Dréan Rivette, de la criminologie en Amérique. R. Cariot, Bessayou dire, tabou et réalité du crime au féminin. R. Cariot, Peme Banzulu dire, la justice restaurative. Une utopie qui marche? R. Cariot dire, l'enfant exposé aux violences familiales. Vers un statut spécifique? R. Cariot, M. Herzog Evans, L.M. Villerbu, la criminologie à l'université. Mythe et réalité. Ont participé à cet ouvrage. Sabrina Bellucci, directrice de L', Paris. Antonio Bonatesta, coordinateur Association Médiante, Namur, Belgique. Robert Cariot, professeur de criminologie, codirecteur du master de criminologie, UJPCRAJ, Pau. François Goetz, directeur de la Maison centrale de Poissy Marie-Josée Boulet, Association d'aide aux parents d'enfants victimes APEV, Issy-les-Moulineaux Geneviève Selan, présidente de la Fédération pour l'aide et le soutien aux victimes de la violence, FPASVV, Vesoul. Michel de Kerkhove, présidente Adavip 78, Versaillani, Association d'aide aux parents d'enfants victimes APEV, Issy-les-Moulineaux. Patricia Lebuff, coordinatrice, chef de projet de formation Nanterre. Jessica Massip, étudiante en Master 2 de criminologie, membre de THYMA, Pau. Paul Mebanzulu, chef du département de la recherche, responsable du Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire CIRAP, ENAP, Agen. Emmanuel Potier, lieutenant pénitentiaire Maison centrale de Poissy. Stéphanie Prévier, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation SPIP des Yvelines. Catherine Rossi, professeure, Université Laval, Québec, Canada. Sylvie Roubaud,
juge délégué aux victimes JUDEVI TGI de Pau. Émilie Venu, étudiante en Master 2 de criminologie, membre de THYMA, Pau. VWX Maison centrale de Poissy. 1. Les rencontres détenues-victimes, une expérience inédite en France. Par Jessica Massip et Émilie Venu, pour THYMA. L'association THYMA a organisé le présent colloque à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, afin de partager et d'échanger sur la place que pourrait occuper la victime dans l'exécution des peines, notamment au travers de l'expérience des rencontres détenues-victimes. Elle tient à remercier la faculté de droit, l'unité Jean Pinatel de sciences criminelles comparées, UJPCRAJ, et l'Association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation, APAVIM, marraine de la promotion, pour l'aide apportée à la tenue de cette manifestation. L'association THYMA a été créée en 2000, lors de la mise en place du Master 2 de criminologie et droit S des victimes. Elle a pour but de promouvoir les études de criminologie en France et de militer pour une reconnaissance toujours plus grande et plus adaptée des droits des victimes. En ce sens, plusieurs colloques ont déjà eu lieu sur des thèmes aussi divers que maladie mentale et justice pénale en 2008, la criminalité au féminin en 2009, la justice restaurative. Réponse aux attentes des justiciables, en 2010, l'enfant exposé aux violences familiales, en 2011. Ces événements ont également fait l'objet d'une publication aux éditions L'Harmattan. Il nous est apparu évident de traiter ce sujet de la place de la victime dans l'exécution des peines, car il s'inscrit dans l'actualité, des réformes et des initiatives, et dans la continuité de notre domaine de formation. Nous avons pu constater que tout au long de la procédure pénale, l'auteur de l'infraction occupe une place centrale. Ceci est souvent souligné par les victimes qui se sentent délaissées, voire oubliées. Plus particulièrement, durant l'exécution de la peine, les divers acteurs sont principalement focalisés sur l'infracteur. Il est vrai que pendant longtemps et jusqu'à la fin du XIXe siècle, la victime fut totalement absente de la procédure pénale ou regardée comme simple témoin, voire même de manière suspicieuse comme actrice fautive de sa victimisation. Lorsque l'idée de réparation est apparue, ce fut en termes purement indemnitaires. De plus, cette réparation n'était que peu demandée par les victimes en raison des risques encourus si l'auteur n'était pas condamné, et du fait de l'application très fréquente des circonstances atténuantes pour les auteurs. L'intérêt pour la victime est apparu réellement à la fin du XIXe siècle avec la question de la condition des enfants au travail, puis de leur protection contre les agresseurs sexuels, ainsi qu'avec la question de la condition des femmes, notamment des prostituées, portée ensuite activement et plus généralement par les féministes à partir des années 1960. Malgré un sentiment d'insatisfaction encore parfois très présent, il faut constater que le législateur français, depuis plus d'une dizaine d'années, a pris note des revendications et accordé de ce fait une attention particulière à la victime. En effet, après la création de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en 1977-1990 et du Fonds de garantie relatif au terrorisme et aux victimes d'infractions en 1986, dès la fin des années 1990, une succession de lois a étendu les droits et donc la reconnaissance de la victime dans le procès pénal. La loi du 17 juin 1998 a modifié le point de départ du délai de prescription pour les victimes d'infractions sexuelles, le fixant à la majorité. La loi du 15 juin 2000 a donné à la victime un véritable statut, en lui consacrant une place à tous les stades de la procédure pénale, obligation d'information, guichet unique, facilitation de la constitution de partie civile, protection de l'image, élargissement de l'indemnisation. La loi du 9 mars 2002 est venue renforcer les droits des victimes en matière d'information et d'aide juridictionnelle. La loi du 9 mars 2004 a créé un secrétariat d'État aux droits des victimes, disparu en 2005, et a prévu la prise en compte des intérêts des victimes dans les procédures d'aménagement de peine. La loi du 5 mars 2007 a notamment amélioré les procédures d'information et celles relatives aux mineurs victimes d'infractions sexuelles.
La loi du 13 novembre 2007 a créé le juge délégué aux victimes. La loi du 1er juillet 2008 a créé le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions et a mis en œuvre le bureau des victimes auprès des tribunaux de grande instance. La loi du 9 février 2010 a créé l'administrateur ad hoc pour les mineurs victimes d'infractions sexuelles. La loi du 9 juillet 2010 a reconnu les violences psychologiques au sein des couples. La loi du 14 avril 2011 a instauré le droit pour la victime d'être assistée d'un avocat lors d'une confrontation. C'est avec le même élan que les pratiques ont également manifesté le souci de toujours mieux accompagner la victime, dans le but d'une réparation la plus globale et complète possible de son préjudice. En ce sens, l'INAVEM, Institut national d'aide aux victimes et de médiation, a été créé en 1986 et, avec l'encouragement politique au développement des associations d'aide aux victimes, l'APAVIM, Association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation, vit le jour en 1990 à Pau. Dans la lignée de ce mouvement, la première expérience de rencontre détenues victimes a pu voir le jour à la Maison centrale de Poissy, en 2010. C'est à l'occasion des 23e Assises nationales de l'INAVEM en juin 2008, sur le thème « De la réparation à la restauration de la victime », que cette idée a émergé. Après un voyage d'études au Québec et une année complète d'élaboration du cahier des charges, les porteurs de ce projet ont pu mettre en œuvre les rencontres de mars à juillet 2010. L'École nationale d'administration pénitentiaire a retracé cette expérience lors d'un colloque en 2011, laquelle doit être renouvelée en 2012. Les rencontres regroupant infracteurs et victimes, communément dénommées rencontres détenues victimes, RDV, sont un dispositif de justice restaurative. Expérimenté en Angleterre en 1983, il fut introduit au Canada en 1987 et répandu aujourd'hui dans certains pays tels que la Belgique ou le Québec par le Centre des services de justice réparatrice. Ces rencontres font généralement suite à la demande des victimes ou des condamnés, mais peuvent également se mettre en place sur la proposition des professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des services d'aide aux victimes ou des associations de contrôle judiciaire. Elles consistent en un face-à-face entre plusieurs victimes, ou un de leurs proches, et plusieurs infracteurs, qui ne sont pas les auteurs directs, en milieu pénitentiaire, en présence d'animateurs formés et de représentants de la communauté. Ces rencontres détenues victimes constituent avant tout un moment privilégié de la redécouverte de l'humain chez chacun des participants. Mais au-delà de ces évolutions importantes, la place de la victime fait toujours débat, notamment au sein de l'exécution des peines. D'une part, certains craignent qu'elle ne subisse des victimisations secondaires, par des attentes qui ne seraient pas satisfaites. D'autre part, certains pensent qu'elle doit avoir le droit à l'oubli et qu'elle n'a plus sa place dans le poste sententiel si son accompagnement a été efficace jusqu'au procès. Au contraire, certains estiment que cette place dans l'exécution des peines est indispensable à sa réparation totale, qui n'est jamais finalisée à la clôture du procès. En fin de compte, l'oubli avant l'extinction de la peine représenterait alors pour la victime un travail inachevé, qui resterait seul face à des questionnements qui n'ont pas trouvé de réponse. Il est alors indispensable, après avoir rappelé les contours de la justice restaurative, de revenir sur l'état du droit en vigueur et sur les moyens mis en œuvre pour consacrer à la victime une place après le prononcé de la peine. Nous mettrons aussi en relief notre droit positif avec les systèmes étrangers tels que la Belgique ou le Canada, qui sont particulièrement sensibilisés à ces questions. Enfin, nous pourrons nous attarder plus particulièrement sur l'expérience des rencontres détenues victimes menées à la Maison centrale de Poissy. En effet, les témoignages de chacun ne pourront qu'être riches d'enseignements sur ce sujet de la place de la victime dans l'exécution des peines. 2. La justice restaurative ou le possible dialogue victime-infracteur. Par Robert Cariou. À la suite de nombreux pays, principalement anglo-saxons, la France s'intéresse depuis quelques années à la question restaurative. Réinventée au milieu des années 1970, dans le respect des droits humains et des principes fondamentaux du droit criminel, substantiel et formel, elle connaît un succès remarquable, reposant sur le souci qu'elle a de prendre en compte tous les protagonistes du conflit de nature criminelle. Il importe de souligner que la crise que traversent nos systèmes de justice pénale contemporains n'y est pas étrangère.
Dans le même esprit, les exigences du procès équitable conduisent à offrir à la victime sa place d'acteur au sein du processus pénal, non seulement pour se voir allouer la juste indemnisation qui lui est due, mais encore l'entière réparation des répercussions multiples du crime, tant d'un point de vue symbolique, psychologique que social. Contestée par une partie de la doctrine et par quelques praticiens une telle place est pourtant inévitable pour garantir une réponse judiciaire équitable au crime, insusceptible d'être produite autrement que par la conjonction de toutes les vérités. À la manière de ce que démontrent aujourd'hui encore des pratiques traditionnelles que le colonialisme juridique n'a pas pu, fort heureusement, éradiquer. D'une qualité telle que le droit criminel positif de nombreux pays les intègre, en totale complémentarité, aux dispositifs souvent exclusivement orientés vers la sanction de l'acte. Inscrite dans un processus dynamique, la justice restaurative suppose la participation volontaire de toutes celles et ceux qui s'estiment concernés par le conflit de nature criminelle, afin de négocier ensemble, par une participation active, en la présence et sous le contrôle d'un tiers justice et avec l'accompagnement éventuel d'un tiers psychologique et ou social, les solutions les meilleures pour chacun de nature à conduire par la responsabilisation des acteurs à la réparation de tous afin de restaurer plus globalement à harmonie sociale. La justice restaurative, ainsi définie, s'inscrit dans la continuité des foyers de sens 5 qu'elle englobe, que notre humanité s'est offerte successivement, alternativement ou cumulativement. La rétribution de l'acte, la protection de la société, la réhabilitation de l'infracteur, la réparation de la victime et ou la restauration de l'harmonie sociale. Il n'empêche qu'elle opère une profonde rupture épistémologique en pénologie. Dans le modèle de justice pénale actuel, le crime est considéré comme un acte portant atteinte à l'État. La justice met exclusivement l'accent sur la responsabilité abstraite de l'infracteur, sur le passé de la faute, dans le but de lui appliquer la peine prévue par la loi. La justice est vue au travers d'une procédure d'opposition entre adversaires, infracteurs et victimes demeurant passifs, voire ignorés. Le droit positif réduit ainsi la procédure à une question technique. 6. La peine prévue par la loi est juste en elle-même, le respect des règles bonnes l'emportant sur les résultats. Selon la philosophie restaurative, le crime est davantage une atteinte aux personnes et aux relations interpersonnelles. La justice a par conséquent pour but d'identifier les besoins et les obligations de chacun des protagonistes. La justice se conçoit comme un processus impliquant, de manière active, toutes les personnes intéressées. Par le dialogue, on encourage réciprocité et partage des émotions. La responsabilisation concrète de tous conduit à la recherche de solutions consensuelles, tournées vers l'avenir et destinées à réparer tous les préjudices. Les résultats, tout autant que le processus, apparaissent ici essentiels. La communauté internationale n'a pas manqué de promouvoir une telle optique de faire justice, 7, en incitant depuis quelques années à l'intégration harmonieuse, mais professionnelle, des mesures de justice restaurative, dans toute la mesure du possible, au sein des systèmes contemporains de justice 8. Ces principales mesures sont la médiation victime-infracteur 9, la conférence du groupe familial 10, le cercle de détermination de la peine ou cercle de sentence 11. D'autres mesures s'en rapprochent, comme les commissions Vérité-Réconciliation, CVR, 12 ou les cercles de soutien et de responsabilité, CSR, 13. La plupart de ces mesures sont mises en œuvre en face, à tous les stades de la procédure. La gravité des actes importe peu, dès lors que les conditions énoncées plus haut dans la définition sont remplies. Les rencontres détenues-victimes y occupent une place particulière en ce qu'elles offrent, après condamnation, un dialogue entre un groupe de condamnés et un groupe de victimes, anonyme 14. Elles se déroulent selon un protocole assez proche, à 2 conditions préalables près. Que l'ensemble du processus soit maîtrisé par un authentique professionnel, dans le cadre d'une préparation très aboutie. 4 phases sont généralement identifiées. L'éligibilité du cas des personnes, la rencontre, la négociation, le suivi de l'accord, avec des variantes parfois importantes selon que la mesure est retenue dans le pré- ou le post-sententiel, notamment 15. Les évaluations disponibles sont très prometteuses tant du point de vue de la satisfaction des intéressés à avoir obtenu justice, que de celui les ayant conduits à un apaisement physique, psychique voire même psychosomatique. Une telle reconnaissance est soulignée par tous comme la condition d'un possible retour,
ou sa consolidation parmi les autres êtres humains. La plupart des participants recommanderont le dispositif, car avoir la chance de pouvoir donner son point de vue est réparateur, quelle que soit la gravité du crime. 16. Magistrats et acteurs socio-judiciaires considèrent que la complémentarité entre les mesures de justice restaurative et celles de la justice est parfaitement viable, vecteur d'humanisation, facteur de gain de temps pour tout. 17. Ainsi socialisé, le désir de vengeance s'estompe pour laisser place à l'intercompréhension. La peur du crime comme expérience vécue s'estompe à l'écoute des infracteurs, de la sincérité de leurs regrets et de leurs engagements pour l'avenir. Si des coûts judiciaires, sanitaires et sociaux sont ainsi épargnés, il convient encore de remarquer, et ce n'est pas le moins important, que le taux de récidive est bien moins élevé grâce à la responsabilisation subséquente du condamné. Prenant conscience qu'il appartient à la communauté, prête à l'accueillir de nouveau après s'être acquitté de ses obligations, il mesure clairement que c'est l'acte qu'il a commis qui est stigmatisé comme inacceptable, alors que lui-même demeure une personne ayant toute sa place parmi les autres êtres humains. 18. Rien de vraiment étonnant en cela. Si la justice répond aux conséquences de l'acte, punition de l'auteur en vue de sa résocialisation, réparation indemnitaire de la victime, au bénéfice des protagonistes directs, plus rarement au profit de leurs proches dans l'endroit comme dans l'envers du crime, elle laisse en suspens les répercussions, multiples, profondes et douloureuses engendrées par le crime. Dans le cadre des mesures restauratives, tout ce qui a affecté la vie quotidienne des personnes touchées par le crime, victimes, infracteurs, proches, communautés d'appartenance, voisinage, est envisagé et des réponses négociées entre tous sont proposées, au plus près des besoins des uns, au plus près des obligations des autres, au plus près des possibilités de tous. 19. Portée initialement par de rares universitaires et praticiens plus spécialement proches de l'INAVEM ou de la Fédération Citoyens et Justice, la justice restaurative s'est longtemps appuyée dans notre pays, sur la médiation pénale, star des alternatives aux poursuites depuis son expérimentation dès le milieu des années 80. La mesure de réparation pénale à l'égard des mineurs, la rejointe dans la loi du 4 janvier 1993. 20. À partir des années 2002, la Fédération des services d'aide aux victimes a manifesté un intérêt certain pour la philosophie restaurative, l'inscrivant parmi les objectifs à atteindre au regard de ses missions. En ce sens, plusieurs manifestations ont offert une tribune à la justice restaurative. Colloque des 20 ans de l'INAVEM du 13 mars 2007, Assemblée générale de juin 2007, rapport 2008 notamment. Le ministère de la Justice a dans le même temps mis en place un groupe de travail placé sous ma présidence, chargé d'examiner les possibilités d'intégration de la justice restaurative dans notre système de justice pénale. 21. Mais c'est sans doute lors des 22e assises de l'INAVEM, tenues en juin 2008 à Versailles, que l'étape majeure dans l'orientation restaurative des réponses offertes aux victimes de crimes fut franchie. Le thème retenu fut le suivant: de la réparation à la restauration. L'organisation scientifique des assises fut confiée à Didier Weber et à moi-même. Nous avons naturellement inscrit au programme une conférence sur les promesses de la justice restaurative. Elle fut confiée à Jean-Jacques Goulet, cofondateur du Centre des services de justice réparatrice de Montréal, spécialement en charge des rencontres détenus victimes, RDV, et initiateur des cercles de soutien et de responsabilité, CSR. Ces propos contribuèrent à confirmer tout l'intérêt qu'il y aurait à développer de telles pratiques en France. Les différents partenaires présents décidèrent ainsi de mettre en place une expérience de RDV et effectuèrent, dans cet objectif, plusieurs voyages d'études au Québec, notamment au sein du Centre des services de justice réparatrice. Après de longs mois de préparation, les partenaires ont ouvert la première session de rencontres détenues victimes au sein de la Maison centrale de Poissy 22. C'est de cette expérience-là, unique en France, dont ont voulu débattre les étudiants de l'Association des étudiants ES du Master de Criminologie, THYMA, à l'occasion de leur colloque annuel. 1. V-Note. G. Johnstone, des Van Ness ed. Handbook of Restorative Justice, Willam Publishing, 2007, 650p. E. Elliott, R. M. Gordon ed. New Direction in Restorative Justice. Issue, Practice Évaluation, Willam Publishing, 2005, 310p. HZER, la justice restaurative. Pour sortir de la logique punitive, ed. Labor et Fides, 2012, 98p.
Péghaï, la justice restauratrice. Texte réuni et traduit par Ed. Larcier 2011 Col. Crimen 471 p. 2. Ercario, de la victime oubliée à la victime sacralisée. INAJPE accent aigu NAL 2009 à 12, pp 491 à 494. 3. Eros pour une justice relationnelle, les cahiers de la justice. Revue semestrielle de l'ENM, ed. Dalloz 2006 à 1, pp 127 à 142. 4. V-Note. Sur les définitions Ercario, la justice restaurative. Principes et promesses, ed. L'Harmattan 2 édition 2010, page 73 et s. 5. Agarapon F. Gros Tépêche et ce sera justice. Punir en démocratie, ed. O. Jacob, 2001 332 p. 6. V. Agarapon, Dessala, Les Nouvelles Sorcières de Salem. Leçon d'Outreau, ed. du Seuil 2007 page 138. 7. L. Walgrave, La justice restaurative et la justice pénale, un duo ou un duel, in Ercario dire, victime, du traumatisme à la restauration ed. L'Harmattan Col. Sciences criminelles 2002 pp 275 à 303 sp. page 278. 8. V-Note. Manuel sur les programmes de justice réparatrice, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 2008, Col. Série de manuels sur la réforme de la justice pénale, multigraphe 107p, uneautrechaussée.org, Ercario Opsite, 2010 annexe page 207 et s. 9. V-Note. MS. Umbright and al. The Handbook of Victim Offender Mediation, an Essential Guide to Practice and Research, 2001 Joseba Inc., 425p. 10. V-Note. À Macrae, HZER The Little Book of Family Group Conference. New Zealand Style, A Hopeful Approach When Use Cause Harm Good Books Pub, 2004 74p. Bessayou Les conférences du groupe familial, in Ercario Peme Banzulu Dir, Opsite, pp 33-48. 11. Monsieur Jacou, Les cercles de guérison et les cercles de sentence autochtones au Canada, in Criminologie, 1999-32, pp 79 à 105. 12. V-Note. Esparmentier, La Commission de vérité et réconciliation en Afrique du Sud, possibilités et limites de la justice restaurative après conflit politique majeur, in Dessala dire, victimes de guerre en quête de justice. Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l'histoire, ed. L'Harmattan Col. Sciences criminelles 2004, pp 55 à 88, S. Le Mans Langlois, Réconciliation et justice, Athéna ed. 2008, 194p. E. Matignon, Les dispositifs restauratifs mis en œuvre à la suite de victimisation de masse, in Ercario Peme Banzulu dire, Opsite, pp 69 à 89. 13. V-Note. J.J. Goulet, Et si c'était ma fille, in Ercario Peme Banzulu dire, Ibidem pp 63-68. 14. T. de Villette, Faire justice autrement. Le défi des rencontres entre détenus et victimes, ed. Mediaspol 2009 247p con. Betouz, The Little Book of Restorative Justice for People in Prison, Rebuilding the Web of Relationships, Good Books ed. 2006 96p. 15. V-Note. Ercario Opsite 2010 page 122 et s. 16. Iartsen, Victim Offender Mediation with Serious Offense, in Crime Policy in Europe. Good Practices and Promising Sample, ed. Conseil de l'Europe 2005, pp 75 à 86. 17. V-Note. L.W. Sherman, H. Strong ed. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.